Nicolas Gentil, cabinet Loi et Stratégie. Le cabinet Loi et Stratégie, c'est un cabinet qui est dédié aux relations commerciales complexes. On traite au sein du cabinet des questions de droit des contrats, de droit de la distribution, de droit de la concurrence et droit de la consommation. Mais on est vraiment focalisé sur ces sujets-là. On intervient pour tout type d'industrie, mais la première industrie pour laquelle on intervient, c'est celle des produits de grande consommation. Voilà. Et on accompagne nos clients au quotidien. Peut-être notre approche, qui est un tout petit peu particulière, c'est une approche qui vient essentiellement du business. Donc nous, la première question qui nous intéresse, c'est vraiment le business. Le droit, ça vient ensuite, et ça vient ensuite pour nous, pas spécialement pour éviter des risques, mais pour créer des opportunités. Et nous sommes persuadés qu'une bonne maîtrise de la règle, ça crée forcément des opportunités pour les entreprises. L'objectif aujourd'hui, c'est finalement de faire un peu un bilan des négociations 2024. Alors les négociations 2024, c'est celles qui ont préparé l'année 2024. Finalement, ce sont les contrats qui sont exécutés aujourd'hui. Ce qu'on peut déjà observer, c'est que ces négociations étaient tendues. Alors c'est un peu une blague, hein. Dans les relations fournisseurs-distributeurs, on a tendance à dire « Ah, c'est terrible, les négociations de cette année sont pires que l'année d'avant ». Puis l'autre blague, c'est de dire « Oui, mais du coup, elles sont meilleures que l'année d'après, donc autant en profiter ». La réalité, c'est qu'elles ont vraiment été tendues. Elles ont été tendues d'abord parce que les enjeux sont forts. Les enjeux d'une grosse inflation, qui a perduré malgré tout, et ce qu'on pouvait annoncer qui a perduré. Donc cet enjeu d'inflation, économiquement, il a un impact effectivement fort pour les entreprises, les fournisseurs et les distributeurs. Et puis la question du pouvoir d'achat. On a vu les séquences dès le mois de juillet, les séquences politiques autour du pouvoir d'achat, l'inquiétude des pouvoirs politiques sur le pouvoir d'achat. Et avec finalement presque cette quadrature du cercle qui consistait à continuer à augmenter le revenu agricole tout en baissant le prix des produits ou tout en stoppant l'augmentation. Donc il y avait déjà une tension économique de base. Cette tension économique de base, elle a été renforcée par le fait que le calendrier des négociations a été accéléré. Une négociation, c'est quand même un phénomène assez complexe, hein. Ça ne se règle pas en 5 minutes, et surtout si on parle de celle avec je ne vais pas dire les grands industriels, mais des industriels qui ont quand même une certaine importance, qui jouent beaucoup de choses sur ces négociations. La loi du 17 novembre a prévu que plutôt qu'elle s'arrête au 1er mars, donc que ce soit le dernier jour serait le 15 janvier et le 31 janvier. C'est pas négligeable. 15 janvier, vous rentrez dans un cycle qui est un peu particulier. Pourquoi un cycle particulier? C'est que les vacances Noël sont un peu immuables et finalement vous vous retrouvez le 3-4 janvier, il vous reste 10 jours pour négocier. Donc il y a eu cette tension liée à l'accélération. Il y a une seconde tension qui est liée à la différenciation. Pour la première fois, on avait une date différenciée entre les entreprises de moins de 350 millions et celles qui faisaient 350 millions ou plus. Et ça aussi, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude qu'une catégorie de produits se négocie tous les fournisseurs à la même date. Et bien évidemment, là, il y avait un peu une appréhension de l'inconnu. Et puis, il y a eu un autre phénomène, là, qui n'était absolument pas envisageable avant. Hein. Alors, bien évidemment, après coup, tout le monde se dit « Ah bah si, c'était possible ». C'est qu'on a eu une crise agricole et une accélération de cette crise presque entre les deux tours. Sauf que ce n'était pas deux tours, c'était les plus petits, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 350 millions, c'est déjà une belle taille, d'autant plus la manière dont il était calculé. Donc se sont retrouvés à négocier leurs produits, alors que là, on était beaucoup plus dans une séquence qui était la baisse des prix qui était demandée par le gouvernement. Puis la crise agricole arrive, et là, on est plutôt entre le 15 et le 20 janvier. Et là, tout d'un coup, il faut faire très attention à la matière première agricole. Et donc, finalement, ceux qui étaient de moins de 350 millions et ceux 350 millions et plus ont négocié dans un contexte différent. Puisque, bien évidemment, il y a une partie du temps qui est commun, mais la négociation, elle se déboucle souvent dans les derniers jours. Voilà. Donc,
on a vécu des négociations tendues. Alors nous, après, on est des observateurs de la manière, le ressenti des entreprises qu'on accompagne, mais on avait vraiment cette tension. Et ça peut déjà nous donner une première piste pour ce qu'on va voir l'année prochaine, c'est qu'en fait, presque, il faut arrêter avec des textes qui arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'une négociation, ça démarre avec le bilan de la précédente. Donc, une négociation, ça va démarrer en mars. En mars, en tout cas, on réfléchit à la négociation de l'année d'après. On fait le bilan, quand on est fournisseur, on fait sa politique commerciale, quand on est distributeur, on fait sa politique d'achat. Et déjà là, c'est influencé par le cadre. On ne négocie pas de la même manière. Si on nous dit la matière première agricole est sanctuarisée, la matière première agricole n'est pas sanctuarisée, on ne va pas faire les mêmes conditions générales de vente, on n'aura pas forcément la même politique commerciale. Même en termes d'innovation, on peut se poser des questions. En disant attention, on pousse beaucoup de produits avec un très fort taux de matières premières agricoles, des matières premières agricoles qui baissent. On peut prendre l'exemple du cacao. Le cacao atteint des chiffres absolument incroyables. C'est Dominique Schelcher qui dit qu'aujourd'hui, le cacao vaut plus cher que le cuivre, qui aurait pu l'imaginer, bien évidemment, si vous avez une matière première agricole sanctuarisée, quand vous allez réfléchir à vos produits, réfléchir à votre offre, ça va impacter. Donc, comme on sait, et ça sera un des thèmes qu'on va aborder bien évidemment au cours de notre conférence, comme on sait que voire deux textes vont voir le jour pour finalement traiter de la question de ces négociations, le premier message, c'est qu'il faut qu'ils arrivent assez tôt, parce que sinon, finalement, ils créent des dérives et des déséquilibres plus importants, quelquefois, que ce qu'ils ont voulu corriger. Ça, c'est peut-être le premier élément de bilan. Deuxième élément de bilan, finalement, on est depuis... Egalim 1, un tout petit peu, mais surtout depuis Egalim 2, on est dans un cycle qui tient compte très fortement de la matière première agricole, dont on n'a pas tenu compte pendant des années. C'était un facteur comme un autre de la négociation. Mais aujourd'hui, finalement, ça repose beaucoup là-dessus avec des règles qui sont très complexes. Très complexes parce que déjà... le concept de sanctuariser la matière première agricole, une fois que vous observez une négociation, quand est-ce que la matière première agricole est sanctuarisée ou pas, c'est pas si évident que ça, et ça fait l'objet de débats entre fournisseurs et distributeurs. Il y a également la question des attestations, puisque pour la première année, on a vécu la double attestation. Certaines entreprises l'avaient fait avant de manière volontaire. La double attestation avec une attestation en amont de la négociation pour certifier le niveau de matière première agricole dans le tarif, et puis une attestation à l'issue de la négociation aval pour certifier que la matière première agricole n'a pas été négociée. Mais ça a aussi entraîné de la complexité, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur la manière de faire les attestations, comment on règle les éventuels décalages entre l'attestation amont et l'attestation aval. Ça a créé de la complexité. Je ne dis pas qu'elle est forcément bonne ou pas bonne, on aura l'occasion, on va passer 3 heures, on va échanger avec Frédéric Vescrozaille, avec mon ami Olivier Leroy, donc on va avoir l'occasion d'échanger effectivement autour de ce sujet-là. Ça va être très intéressant, en tout cas sur cette première table ronde qui sera vraiment autour de la matière première agricole et de la relation avec la grande distribution, de manière un peu plus large, mais ça sera effectivement très intéressant d'en débattre et de déterminer aussi à un moment, il peut y avoir une forme de point de rupture. C'est-à-dire que si à un moment on atteint quelque chose de trop complexe, c'est plus du tout appliqué. Donc il faut qu'on trouve le bon niveau. Ça reste la vente de produits de grande consommation. On n'est pas en train de vendre un avion de chasse dont on peut considérer qu'on peut imaginer une complexité très importante. Et d'ailleurs, en droit français, beaucoup plus simple de vendre un avion de chasse que de vendre une boîte de conserve.
hein, clairement. Voilà, donc on a cet effet, autour de la matière première agricole qui a créé de la complexité, à voir si elle est nécessaire ou pas. Et puis, troisième point sur la matière première agricole, ce sont les clauses de révision automatique. Là aussi, beaucoup de débats autour des clauses de révision automatique. Et on voit encore sur certains produits soumis à une inflation soudaine, hein, j'en ai évoqué un, mais il y en a d'autres, on s'aperçoit que ces clauses de révision automatique, le pire, c'est qu'elles ne collent pas toujours à la situation d'une matière première agricole qui tout d'un coup fait x2, x3. Voilà, donc c'est très complexe ce sujet-là, et on va pouvoir en débattre et faire un peu finalement après voilà, pour certaines dispositions 1 an, pour d'autres un peu plus longtemps. On va pouvoir faire le bilan de ça et se dire est-ce que c'est une bonne chose, et puis comment les entreprises doivent appliquer ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est certain, et je pense qu'on aura l'occasion de le rappeler avec Olivier quand on échangera, on débattra, c'est qu'il ne faut pas attendre la loi pour se préparer, ça c'est une évidence, et que de toute façon, il y a une des thématiques qui sera la matière première agricole. Voilà. Donc une entreprise qui aujourd'hui se dit « je me prépare à la négociation », elle sait que de toute façon, dans les sujets d'importance, il y aura le sujet de la matière première agricole. Donc, une forme de petit conseil, c'est il n'est jamais trop tôt pour se dire tiens, la matière première agricole, comment on l'a traitée l'année dernière, comment ça s'est passé du côté des attestations, comment ça s'est passé avec notre amont agricole, est-ce qu'on est en train de bouger, est-ce qu'on avait suffisamment d'informations, comment on va contractualiser l'année prochaine. On peut se poser plein de questions et franchement, on n'attend pas la loi parce que la loi, elle bougera sans doute à la marge sur ces sujets-là. Donc ça, c'est effectivement des éléments qui sont voilà, des éléments de complexité. Après, sur le bilan, on attendait tous, enfin on était presque impatients, puisque la loi d'Escrozaille a créé une disposition qui était presque explosive, qui était l'asymétrie revendiquée entre fournisseurs et distributeurs pour dire, ben voilà, si vous n'avez pas trouvé d'accord à la date butoir, le fournisseur peut décider de cesser la relation commerciale sans préavis. Ce qui était vraiment une innovation qui a fait couler beaucoup d'encre, voilà, et particulièrement des opposants, essentiellement des distributeurs, qui trouvaient que pourquoi on donnerait à l'une des deux parties la prérogative de pouvoir cesser la relation sans préavis, alors que l'autre ne pourrait la cesser qu'avec préavis. Et là, on nous avait dit un peu à l'époque que ça allait être une pression énorme créée par les plus grands industriels qui allaient menacer de cesser la relation et certains mettre leurs menaces à exécution pour obtenir des prix meilleurs. Quand on regarde les chiffres, on ne peut pas dire que ça se vérifiera. De mémoire, le médiateur doit sortir bientôt les chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de grands industriels qui puissent dire « on a profité de ça, on a fait passer des prix incroyables ». Là encore, tout n'est pas totalement officiel, mais on comprend que ceux qui ont mis fin à la relation sans préavis sont plutôt des entreprises qui étaient dans le premier groupe, c'est-à-dire inférieur à 350 millions, d'où les grands industriels vont en profiter pour nous mettre à genoux, n'était pas tout à fait le cas. Et finalement, cette disposition qui a été beaucoup décriée, elle a fait en sorte qu'il y ait quand même beaucoup d'accords qui soient finalement signés. Nous, on a observé qu'on avait eu plus de sujets l'année d'avant, donc pour les négociations 2023, autour de la question de l'absence d'accord à la date butoir avec là des industriels, y compris des gros industriels qui avaient cessé la relation, et que finalement, en ayant mis le sujet sur la table et en ayant prévu des dispositions, ça les a finalement, ça a sans doute amoindri ces difficultés rencontrées. Voilà. Donc, finalement, l'effet terrible qu'on attendait, on l'a pas vu arriver. Autre sujet qui était un sujet d'importance, et qui est un sujet d'importance depuis des années, et du coup ça sera mon deuxième point sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour les CGE à venir, ce sont les pénalités. Les pénalités sont très fortement encadrées, avec, on comprend le projet, qu'il n'y ait plus en fait ce que j'allais appeler les petites pénalités, c'est-à-dire, bon,
Le contrat n'a pas été exécuté exactement comme c'était prévu. On n'est pas sûr que ça m'ait causé un préjudice, mais je mets quand même une pénalité. Il était prévu que le camion arrive à 10 h, il arrive à 11 h 30. Bon, il n'y a personne qui pendant 1 h 30 n'a rien fait en attendant le camion, mais voilà, je sanctionne. Donc le projet c'est ça, et en insistant sur le fait que la pénalité doit être proportionnée au préjudice, l'idée c'était vraiment d'éliminer ces petites pénalités. Ce qu'on constate, c'est que ça reste un sujet qui n'est pas réglé. Voilà, ça reste un sujet de contestation, de conflit. Voilà. Nous, notre point de vue, et je pense que Olivier, je sais qu'il a le même point de vue sur la négociation, plus il y a de collaboration, plus on évite ces sujets de fâcherie, meilleur est le business. Voilà. Donc nous, on ne vit pas du tout d'une tension dans la négociation. Au contraire, plus elle est collaborative, plus on est sûr que ça créera du business, et plus finalement, dans notre métier qui est d'utiliser le cadre, on pourra justement aider à créer ce business plutôt que de passer des heures carrées sur des sujets comme les pénalités. Ça reste un sujet d'importance, et je pense que ça doit être un élément qui doit être pris en compte là, pour le coup, dans la préparation des négos par les industriels. Et je pense que les distributeurs doivent aussi réfléchir. Est-ce que finalement, il n'y a pas une autre manière d'aborder? Est-ce que toutes les ressources qu'on consacre à ce sujet des pénalités, si on les consacrait à la collaboration logistique, à l'amélioration, à des contrats de progrès? Moi, quand j'ai commencé à bosser, alors, je dirais, c'est il y a assez longtemps, on faisait que ça. Quand on faisait de la logistique, on faisait des contrats de progrès. Donc, on regardait comment on pouvait améliorer la relation pour améliorer la satisfaction des uns et des autres. Et aujourd'hui, essentiellement sujet logistique, je sais que quand un client me dit on va parler de sujet logistique, 9 fois sur 10, il va me parler de pénalité. Voilà. Et ça, c'est quand même effectivement un peu dommage. Donc ça pourrait être intéressant. Peut-être dernier thème qu'on pourra évoquer également pendant notre conférence, c'est le rôle de la médiation. Le rôle de la médiation, c'est un rôle qui est important. Je pense que les médiations ne sont pas toujours abordées comme elles devraient l'être. C'est un exercice un peu complexe. Le sujet de la médiation, il y en a eu plus de 60. Pas beaucoup plus que l'année dernière. Hein. Là aussi, on avait dit avec la loi d'Escrozaille qui prévoit l'intervention du médiateur s'il n'y a pas d'accord à la date butoir au choix des parties, ça va créer des médiations. On va en avoir dans tous les sens. On n'en a pas eu beaucoup plus. Voilà, mais c'est vrai que la médiation, c'est aussi un bel outil. Hein, finalement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais on pense qu'il y a moyen de se mettre d'accord. Est-ce qu'un tiers pourrait pas, alors j'allais le dire comme ça, légèrement exagéré, mais nous ramener à la raison qui est le raisonnable, c'est-à-dire la manière effectivement de conclure le contrat et d'arriver à un contrat satisfaisant pour les deux. Donc je pense que le bilan il est mitigé, beaucoup de tensions, une loi qui arrive sans doute assez tard pour des effets difficiles à mesurer, une crainte des acteurs dans une nouvelle loi qui à nouveau perturberait le jeu trop tardivement, hein, et perturberait, je le dis à dessein, la loi ne perturbe pas, la loi fait son œuvre et elle réglemente, mais quand elle arrive trop tard, effectivement, elle peut perturber, et peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a des éléments à corriger, qui serait l'objet d'une première loi, en espérant qu'elle arrive suffisamment tôt pour les négociations de 2024, et peut-être remettre à plat, parce que sans doute, il y a besoin de réfléchir, est-ce que finalement notre modèle est le bon modèle, est-ce qu'il faut retravailler les éléments, est-ce que c'est satisfaisant, et là, remise à plat, mais remise à plat, c'est peut-être une refonte, beaucoup d'impact pour les entreprises, et là, il faut une loi qui arrive en mars, donc si on parle du coup pas des négociations 2025, mais des négociations 2026, c'est mars 2025, sauf que mars 2025, c'est demain. Alors ça sera très intéressant qu'on puisse échanger avec Frédéric Descrozaille sur ces sujets, hein, puisqu'il est au premier plan de ces questions-là, notamment dans les rapports qu'il a eu à réaliser. Puis il y a un autre rapport qui est lié à la mission gouvernementale sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce cadre qui est très ambitieux et peut-être qui donnera justement cette forme de roadmap sur on peut peut-être faire les choses en 2 temps, en tout cas on verra. Et au mois de mai, on sera effectivement dans une période très intéressante pour les entreprises, suffisamment tôt pour se préparer, suffisamment
d'éléments pour voir effectivement qu'est-ce qui peut bouger dans la réglementation. Voilà. Peut-être un dernier point, c'est surtout prêter beaucoup d'attention à son bilan. Là, moi, j'ai fait un petit bilan, mais qui est un bilan qui est très général. Mais les entreprises doivent vraiment faire attention, chacune d'entre elles, à réaliser un bilan très précis de la négociation, parce que c'est une bonne base pour pouvoir traiter la négociation de l'année d'après, encore une fois, sans attendre que la réglementation entre en vigueur. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve bien évidemment le 21 mai, non, c'est pas le 21 mai, c'est le 16 mai, merci Ludovic. On se retrouve donc le 16 mai pour cette conférence qui va, j'en suis sûr, quand on regarde celle de l'année dernière, en tout cas, nous permettre d'avoir de très beaux débats. Merci à tous.